Merci à tous d'être ici aujourd'hui, pour ceux qui sont présents et qui ont bravé la distanciation pour pouvoir participer avec nous. Merci à vous qui êtes connectés en ligne pour suivre cette presse et pour suivre la WES. Donc oui, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est plutôt d'actualité, donc c'est comment reprendre la main sur Teams et M365 après un déploiement d'urgence, au hasard, après une crise mondiale qui nous a forcés à adopter en masse, entre autres, Teams. Donc, tout d'abord, je vais aussi remercier nos sponsors qui nous permettent de tenir cet événement. Monaco Digital, Varonis, Martello et aussi Epitech qui nous hébergent aujourd'hui. Donc, merci à eux. Alors, je me présente rapidement. Moi, je suis Stéphane Rouquet. Je suis team leader sur Microsoft 365. J'ai un peu plus de 10 ans d'expérience, d'abord sur SharePoint, qui était un peu mon outil de prédilection à l'époque. Et puis, petit à petit, je suis passé du côté obscur du cloud avec M365 et tous ces outils collaboratifs. Voilà, donc aujourd'hui, on fait tout ce genre de projet, que ce soit on-prem ou dans le cloud, c'est notre passion. Alors aujourd'hui, on va partir de très haut, on va essayer de comprendre ce qu'il y a dans Microsoft 365 et dans Teams, ce que ça nous permet de faire. On va reposer les bases rapidement, donc ceux qui baignent dans M365 aujourd'hui, ils ne vont pas être très dépaysés. Mais c'est important de comprendre toutes les possibilités qu'on a avec ces outils. On va voir ce qui s'est passé quand on a été confiné, l'impact que ça a eu sur le déploiement des outils tels que Teams. On va regarder, une fois qu'on est passé à Teams en urgence, les gens ont commencé à l'utiliser et on va s'intéresser à la façon dont ils utilisent encore peut-être aujourd'hui, même Teams, dans l'organisation. Donc on va voir comment on peut regarder quels sont les états qu'on peut utiliser pour avoir des indices, pour savoir comment aujourd'hui Teams est utilisé dans votre organisation. Et on va voir que souvent, on utilise un tout petit bout de l'outil et qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Et pour faire beaucoup mieux, il faudrait s'appuyer sur de la conduite du changement pour pouvoir informer, éduquer les utilisateurs. Et on se rend compte aussi que, comme on l'a souvent déployé en urgence, on n'a pas forcément mis en place tout ce qu'il fallait mettre en place côté gouvernance, cybersécurité, RGPD, etc. Donc, je vous montrerai quelques pistes à suivre pour reprendre la main et essayer de profiter de ce passage à Teams un peu forcé pour concrétiser peut-être plus intéressant sur le plan collaboratif. Donc pour comprendre Microsoft 365, on va essayer de se poser des questions des défis de la collaboration, on va dire début 2020, puisqu'on en a tout chamboulé rapidement. On voulait travailler en sécurité, éviter le shadow IT, favoriser la collaboration et les échanges en mobilité. Donc le télétravail prenait petit à petit de l'envergure tranquillement. On voulait aussi pouvoir organiser de manière efficace le contenu de l'entreprise pour pouvoir le retrouver facilement, pouvoir le réutiliser, etc. Et toujours se protéger contre les cyberattaques et tout ce qui est cybermenaces. Pour répondre à ces besoins, on cherchait une solution collaborative qui permettait de renforcer la communication avec des outils de chat, de visio, que ce soit en interne, en externe, qui permettent de collaborer en temps réel sur des documents, quel que soit notre device,
qui permettent d'améliorer la productivité en réduisant éventuellement le nombre d'emails, faciliter la collaboration entre les différents acteurs de l'entreprise, toujours avec une notion de sécurité, que ce soit contre les pertes de documents, les attaques, etc. Et éventuellement pour faciliter la gestion du parc applicatif en ayant une solution à tout faire. Donc évidemment, on va parler au hasard de Microsoft 365, que vous connaissez sans doute déjà tous. Avant, on appelait ça Office 365, et souvent, les gens, quand on leur posait la question « Est-ce que vous connaissez Office 365 ?» ils répondaient « Oui, je connais Word, Excel. » Éventuellement, ils disaient « Ok, on utilise aussi les emails. » Waouh! Donc, vous savez comme moi qu'il y a énormément d'autres outils dans cette suite qui s'appelle Microsoft 365 maintenant. Donc, peut-être qu'on aura une chance d'élargir la vision des gens par rapport à juste la suite Office. Donc là, on fait un tour d'horizon rapide par les usages. On retrouve la suite Office, évidemment, pour tout ce qui est production de documents. On a la partie communication avec les emails. Donc ça, c'est vrai, c'était vraiment les outils principaux qui étaient connus et utilisés. On avait toute une partie communication également avec Skype, puis avec Teams. On a la partie également communication avec le réseau social Yammer, d'accord, le réseau social d'entreprise. On a toute une partie application business qui nous permet de créer des applications, des automatisations avec Power Automate, Power Apps et la partie Power BI pour le traitement des données. On a tout ce qui est gestion de projet, on va dire, et de tâches avec la partie To-Do et Planner. Donc To-Do, c'est plutôt pour les tâches individuelles et Planner plutôt pour les tâches d'équipe. La partie stockage et collaboration, donc avec SharePoint, bien connu, pour la partie collaboration en équipe, et OneDrive, qui est plutôt pour le stockage individuel, pour schématiser. On a aussi Delve qui nous permet de retrouver le contenu dans tous ces endroits. On a Stream qui permet de gérer tout ce qui est partage de vidéos, donc c'est un genre de YouTube pour l'organisation. Et enfin, donc on a d'autres outils comme Sway qui permettent de faire des présentations en ligne, donc des genres de PowerPoint sous forme de site web. Et après, d'autres outils un petit peu plus pour lesquels il faudrait des licences supplémentaires. Vous avez entendu parler de Dynamics. Ce matin, il y avait des sessions là-dessus. Donc, c'est un CRM. Vous avez Project qui vous permet de faire la gestion de projet, Visio, Bookings pour tout ce qui est réservation, StaffHubs pour tout ce qui est planification. Donc, vous voyez qu'en fait, dans M365, on a énormément d'outils. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à Teams. Donc, vous avez sans doute déjà tous utilisé Teams. Certains même sont en train de l'utiliser puisqu'on fait la session et la OS dessus. Donc, pour commencer, Teams, qu'est-ce que c'est? Ça permet de faire des réunions, des visios, des partages d'écran, présentation de tableaux. On peut même faire des lives directement sur l'outil. Aujourd'hui, ça, c'est une des utilisations principales qu'en ont les gens. On peut aussi faire tout ce qui est discussion instantanée, donc la partie chat, avec des appels vidéo aussi directement à partir du chat, des partages d'écran, etc. Et ensuite, donc c'est ce pourquoi Microsoft a mis en place Teams, donc c'est pour en faire un hub collaboratif, notamment avec les équipes. Donc les équipes, ce sont des groupes de personnes qui vont travailler sur un ou plusieurs sujets communs. Et donc, on va créer un espace collaboratif qui va leur permettre de regrouper leurs discussions, leurs documents, leurs tâches, etc., etc. Donc, ça va leur permettre de collaborer au sein de ces équipes. Au sein de ce hub collaboratif, on va pouvoir aussi rajouter toutes les autres applications de M365. On va avoir Planner pour les tâches. On va pouvoir intégrer Yammer, comme l'a montré Jeff tout à l'heure. Et on va aussi pouvoir intégrer des applications. Donc, des applications avec des connecteurs. Donc, ça peut être des applications du marché. Ça peut être des développements.
que ce soit des développements avec la Power Platform ou autre. On peut même rajouter des bots. Voilà, donc il y a tout un tas de façons d'étendre l'utilisation de Teams. On retrouve un certain nombre d'applications de M365 sur mobile, donc ça vous affranchit de la barrière du PC. Vous pouvez l'utiliser sur votre tablette, sur votre téléphone, en déplacement, etc. etc. Donc c'est vraiment une suite qui est très complète et qui est très intégrée, donc c'est intéressant de pouvoir l'utiliser. Sauf qu'aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, on se rend compte, enfin en tout cas au moins jusqu'à début 2020, que les gens souvent utilisaient que les emails et la suite Office. Teams commençait à sortir un petit peu de l'eau, mais sous l'iceberg, il restait quand même les autres fonctionnalités qui étaient quand même bien moins utilisées. Et puis, tout à coup, que s'est-il passé en 2020, en mars, voilà, pandémie mondiale, on a tous été confinés. Donc 43% de la population mondiale était confinée en mars, donc c'est pas loin de la moitié. Et on a dû trouver des solutions rapidement pour pouvoir travailler tous ensemble sans forcément trop réfléchir. Il fallait se dépêcher de pouvoir continuer une activité pour pas que le monde s'arrête complètement. Donc, les entreprises se sont tournées vers différentes solutions. On a vu Zoom qui explosait et donc d'autres solutions, et parmi elles, Teams. Donc pour ceux qui étaient éventuellement déjà sur M365 et qui ne l'avaient pas déployé, et pour ceux qui y ont été amenés. Donc le nombre d'utilisateurs actifs sur Teams pendant le confinement a explosé complètement. Donc en une semaine, Teams a enregistré plus de 12 millions d'utilisateurs actifs, d'accord, dans la première semaine du confinement. Et à fin juin, on était à 75 millions d'utilisateurs actifs. Donc ça veut dire qu'énormément de monde est passé sur Teams pour pouvoir continuer à travailler. Donc ça s'est fait dans l'urgence. Évidemment, ça n'a pas dû se faire dans les meilleures conditions. On va voir un petit peu après ce qu'il en est. Donc évidemment, maintenant, on peut mettre Teams en haut de l'iceberg, mais on garde toujours nos autres applis un peu en dessous, en se disant que ça serait bien qu'on puisse les utiliser. Donc pour en revenir à l'utilisation de Teams dans l'organisation après le confinement, on va s'appuyer sur différents rapports qu'on peut retrouver notamment dans Power BI. Donc ça, c'est un rapport que vous pouvez activer sur votre tenant qui va vous donner les usages des différents services de M365, donc notamment Teams ici. Donc là, on voit qu'en mars, on a eu, comme on le disait juste avant, une recrudescence d'utilisateurs actifs qui ont plutôt beaucoup utilisé les appels, beaucoup utilisé les réunions. On voit que les réunions ont complètement explosé. Et énormément les discussions instantanées. Pour ce qui est des équipes, ce n'est pas vraiment l'engouement incroyable qu'on pourrait attendre. D'autres façons de comprendre l'utilisation de Teams dans l'organisation, on peut utiliser dans l'admin centrale les reports qui sont associés aux différents outils également. Donc on voit que là, par exemple, on a un report dans l'admin centrale sur Teams qui fait état de un grand nombre de messages instantanés, mais très peu de messages de canaux. Donc ça veut dire que potentiellement les gens ne sont pas vraiment dans les équipes, mais ils utilisent plutôt Teams comme un Skype. On a aussi dans l'admin de Teams l'état de toutes les équipes existantes. Donc on voit qu'il y a certaines équipes qui n'ont même pas de membres. Donc on peut se poser la question de savoir comment on en est arrivé là. Est-ce que les membres ont quitté les équipes? Est-ce que les gens ont été formés? Est-ce que les gens se sont créés une équipe à eux tout seuls pour tester, etc., etc. Il y a même des équipes qui n'ont plus de propriétaires. Donc bon, il y a un certain nombre de questions qui se posent. De la même façon, sur les rapports d'utilisation ici, on voit que sur certaines équipes, on tend vers un encéphalogramme plat. Donc, on peut se dire peut-être qu'ils l'ont utilisé au début,
Après, ils ne l'utilisent plus. Qu'est-ce qu'ils font de cette équipe? Qu'est-ce qui est dans cette équipe? Est-ce qu'ils ont partagé du contenu ou pas? Qu'est-ce qu'il faudrait faire de tout ça, en fait? Donc, voilà, c'est différentes façons de regarder les courbes et de se dire, ben, il y a des gens qui utilisent plus ou moins Teams. Est-ce qu'il ne faudrait pas les guider? Est-ce qu'il ne faudrait pas les aider? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre des choses en place pour améliorer la situation et améliorer l'utilisation, en tirer parti? Donc, quelque chose qui est vraiment parlant sur cette capture qu'on a fait chez un client. On voit vraiment ici qu'on a 99,66% de messages de conversation, c'est-à-dire que les gens n'utilisent pas du tout Teams comme on voudrait qu'ils l'utilisent en fait. Nous, on voudrait qu'ils utilisent des équipes qui collaborent, que ce soit stocké dans le SharePoint commun et dans le meilleur des mondes. Et en fait, on se rend compte que pas du tout. Les gens, ils utilisent Skype en fait. Ils font de la visio et ils font du chat et ça va pas beaucoup plus loin. Donc là, j'ai envie de citer une philosophe très connue du 21e siècle. Donc, tu as Teams et tu n'utilises pas les équipes. Allô, quoi. Voilà. Donc, l'idée, c'est pourquoi on en est arrivé là? Ben, parce que, en fait, on a déployé en urgence. On n'a pas vraiment formé les utilisateurs. On leur a pas dit, ils ne savaient pas qu'il y avait tous ces outils à leur disposition, peut-être. Donc, eux, ben, ils vont continuer à rester à surfer sur le haut de leur iceberg avec le chat et la visio, mais ben, derrière, ils auraient la possibilité d'utiliser tout ce qui est collaboration documentaire, gestion des tâches, enregistrer les réunions, etc. Tout ça, ils pourraient faire tout un tas de choses qui amélioreraient leur productivité, mais aujourd'hui, ben, ce n'est pas le cas, ils restent dans leur chat. Donc, première des choses à mettre en place, enfin en tout cas, peut-être pas la première, mais la première à être abordée aujourd'hui, c'est la conduite du changement. Donc, vu qu'on a déployé en urgence, on n'a pas forcément pris le temps de communiquer correctement sur les outils. On n'a pas pris forcément le temps de former des relais, surtout que ben, il y avait plus de sur place. Maintenant, chacun était chez soi, donc c'était un peu compliqué d'avoir des relais dans les équipes. On n'a pas forcément pris le temps de former les utilisateurs, ne serait-ce qu'aux bonnes pratiques de l'outil, sur les règles qu'on pourrait mettre en place avec nos gouvernances. Donc, on se retrouve à surfer sur notre vague de visioconférence sans savoir qu'on a tout un monde intéressant en dessous. Donc, une démarche qui facilite la conduite du changement. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails de la conduite du changement. Il y a plein de sessions. Alors, aujourd'hui, peut-être pas, mais dans d'autres AOS, il y a souvent des sessions qui abordent le sujet. L'idée, c'est de vraiment redéfinir le pourquoi des cas d'utilisation de Teams. On s'est dépêché de les lancer pour pouvoir répondre à l'urgence, d'accord? Maintenant, on prend un peu plus le temps de se poser et de se dire, voilà, aujourd'hui, bon, Teams, très bien, on l'utilise pour faire les réunions, c'est pratique, on le faisait déjà avant. Maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on définisse des usages et se dire, même peut-être pour gérer un projet, on pourrait peut-être créer une équipe et rassembler tous ces utilisateurs de cette équipe dans la Teams et partager nos documents. Donc ça, il faut le communiquer aux utilisateurs qui n'en ont peut-être pas forcément conscience aujourd'hui. Il faut identifier les champions. Donc, on va voir dans les équipes, on va voir ceux qui ont pu créer, par exemple, une équipe et peut-être qui l'animent. Peut-être qu'il y en a certains qui ont réussi à comprendre le but de l'outil, qui ont réussi à mener leurs collègues dans cette utilisation et aujourd'hui qui ont leur équipe et qui la gèrent et cette équipe ou ces équipes vivent correctement. Donc, ces champions-là, il faut les identifier et les accompagner. Donc, on va les former, peut-être, pour qu'ils puissent aller plus loin, qu'ils puissent peut-être avoir plus d'outils pour, déjà, d'une part, eux, améliorer la productivité de leur équipe et pouvoir mieux, entre guillemets, vendre l'équipe
ceux qui voudraient collaborer avec eux. Il faut également former les utilisateurs. Donc, quand on parle de formation Teams, on ne parle pas forcément de formation d'une semaine sur comment cliquer à droite ou à gauche. On peut commencer très bien par 1 heure de webinar en expliquant les bonnes pratiques, comment bien répondre à une discussion, parce que souvent on se retrouve avec des gens qui répondent en dehors, même s'ils ont un petit peu changé l'interface récemment et que c'est devenu un petit peu plus naturel. Expliquer vraiment où sont stockés les documents, ce qui se passe quand on collabore, quand créer un ou plusieurs canaux, comment gérer les notifications. Donc tout ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément naturelles, mais qui sont simples à comprendre et assez rapidement explicables. On va aussi sensibiliser les managers donc à l'utilisation des équipes dans le bon sens du terme et essayer d'avoir un appui auprès d'eux pour pouvoir répandre la bonne parole et pousser un petit peu les gens à utiliser Teams plutôt en mode collaboratif qu'en mode visio. On peut aussi également créer des canaux d'aide dans des Teams au niveau de l'organisation, dans lesquels on aura une entraide des utilisateurs, donc notamment des champions qui pourront prendre le relais éventuellement du support pour répondre à une question sur un usage, où n'importe quel utilisateur pourrait poser une question et n'importe quel autre utilisateur pourrait répondre en disant moi j'ai la réponse, je la partage avec la communauté, pour essayer de faire un effet boule de neige et inciter les gens justement à collaborer. Il faut partager les succès, donc montrer qu'il y a certains usages qui existent et qui permettent de mieux travailler. Donc s'il y a un projet qui s'est appuyé sur Teams et qui a été mené avec succès grâce à Teams, pourquoi pas profiter de ce projet-là pour en faire une petite vitrine et dire voilà, on a déroulé notre projet comme ça avec l'aide de Teams et ça peut inspirer d'autres personnes dans l'entreprise. Il faut mesurer, donc c'est ce qu'on a commencé à faire, donc on a commencé un petit peu par la fin. Une fois qu'on a repassé toutes ces étapes, il faut mesurer la conduite du changement pour vérifier qu'on va dans la bonne direction. Donc on va mettre toutes ces actions en place, puis on va revenir sur nos états, vérifier que mes Teams, on commence à avoir une croissance des messages de canaux par exemple, peut-être un peu moins de messages directs, des équipes qui ont des propriétaires, ça peut être intéressant. Les actions qu'on fait dans la bonne direction. On peut également aussi mettre en place des sondages formels ou informels pour voir ce qui marche bien auprès de ceux qui utilisent déjà pleinement les équipes, les besoins qu'ils auraient éventuellement complémentaires, ce qui marche moins bien, de façon à pouvoir corriger ou améliorer l'usage qu'on en a aujourd'hui. Et enfin, c'est ce que je disais, voilà, après, avec toutes ces infos-là, adapter le mode de fonctionnement de Teams pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs, pour les pousser à utiliser l'outil pleinement. Donc, clarifier les usages aux utilisateurs, donc c'est leur expliquer quand utiliser les conversations. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'ils utilisent énormément les conversations et quand utiliser les équipes. Donc Jeff, il a cette image que j'aime bien, c'est les conversations, c'est plutôt la discussion un petit peu de couloir, on va dire, et les équipes, ça peut être la discussion au sein d'une réunion autour d'un projet ou ce genre de choses. Donc c'est un petit peu plus formel et ça permet déjà de faire le distinguo. Il faut discuter aussi de l'avenir des documents qu'on va poster dans ces équipes ou dans ces discussions. Aujourd'hui, c'est un nouvel outil pour certains. Donc, est-ce que vous n'avez pas déjà une GED en place, des partages de dossiers, des endroits où vous archivez votre contenu? Il faut peut-être prendre ça en compte et se dire, voilà, aujourd'hui, on partage plein de documents partout. Est-ce qu'il ne faudrait pas se calmer et se dire, voilà, pour le temps du projet, par exemple,
je vais mettre mes documents dans mon équipe, et puis une fois que c'est terminé, je vais peut-être les archiver quelque part. Donc, tout ça, c'est à réfléchir, et ça va nous amener un petit peu après, vous allez voir, à la partie gouvernance. Donc, en parlant de documents, vous savez où sont stockées vos données Teams. Vous savez que quand vous êtes dans une équipe, vous stockez vos données dans un canal SharePoint, d'accord, dans un dossier SharePoint, un dossier par canal. Quand vous êtes dans OneDrive, vous stockez vos documents dans le OneDrive de celui qui partage. Donc, s'il quitte l'entreprise et que tout le monde collabore sur son document, à un moment, on risque d'avoir des petits problèmes d'accès quand son compte va être coupé, même si après, on peut se débrouiller pour récupérer le contenu, mais on risque d'avoir une interruption de service. Et les conversations sont dans Exchange. Donc ça, les conversations, la RGPD, peut-être qu'on aura à un moment besoin d'un droit à l'oubli. Il va falloir qu'on réfléchisse à ça aussi. Comment redémarrer Teams efficacement? Donc une fois qu'on a bien posé toutes ces questions et répondu surtout à toutes ces questions, qu'on a préparé notre communication, on va pouvoir faire une réunion de lancement qui n'a pas forcément eu lieu quand on a vite déployé dans l'urgence. Ça peut être une réunion globale ou une réunion par service, ou même les deux, pour voilà, expliquer les enjeux de la collaboration et que voilà, on peut tirer parti un peu plus largement de cet outil. Comme on le disait aussi, éventuellement animer un canal d'aide Teams ou via Teams ou même Yammer pour s'appuyer sur la communauté et la faire grandir. On va faciliter la formation aux équipes. Donc, demain, on aura peut-être des templates à disposition. On pourra, par exemple, mettre en place des tâches par défaut pour que les utilisateurs, en arrivant dans l'équipe, aient déjà une inspiration. On leur demande voilà, peut-être de rajouter, pour les propriétaires, de mettre un doublon, de façon à ce qu'il y ait toujours quelqu'un qui puisse gérer les droits. Essayer de voir comment fonctionnent les invitations, etc. Pousser les gens à déjà utiliser Teams sans déjà se lancer dans un projet. On peut aussi diffuser des astuces, donc ça peut être au travers de l'intranet, au travers d'un canal Teams, des petites astuces au quotidien pour éveiller les gens et leur dire voilà, vous avez tout un tas de possibilités, tout un tas de choses que vous pouvez faire avec Teams. Il faut leur donner envie tous les jours de faire une petite action en plus et peut-être découvrir une nouvelle fonctionnalité. Donc ce petit damier qui a été conçu avec notre service com, vous pouvez le retrouver sur le Twitter de Monaco Digital si vous voulez le réutiliser, plein de petites astuces. Et enfin, rendre la plateforme utile au quotidien, donc en intégrant des applications et des processus métiers. Donc vous pouvez intégrer vos tableaux de bord pour inciter les gens à venir plutôt dans des équipes. Et des processus métiers, ça peut être, comme ça a été fait la démonstration, des demandes de télétravail ou des demandes de retour au bureau. Voilà, on incite les gens à venir plus utiliser les équipes. Donc, tout ça, c'est du point de vue, on va dire, plutôt utilisateur. On va amener les gens dans l'outil et on va les amener à utiliser au mieux l'outil. Mais l'autre face, c'est la partie gouvernance. Là, les gens vont consommer les services, ils vont partager des fichiers, lancer des discussions, etc. Ils vont peut-être vouloir utiliser d'autres outils de M365, les intégrer. On va pouvoir mettre du planeur pour les tâches, etc., etc. Donc, il va falloir se poser un certain nombre de questions. Donc, j'ai mis préparer ou réparer. Donc, c'est des questions que, idéalement, on devrait se poser avant de lancer un projet comme Teams. Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit à, dans toute la suite M365, quel outil on veut utiliser déjà. On n'est pas obligé, ils sont tous à disposition, mais on n'est pas obligé de tous les utiliser et de s'éparpiller. Donc, on va guider les utilisateurs vers certains outils et décider de lancer certains plutôt que d'autres.
On pourra éventuellement même en désactiver. Si par exemple vous avez Yammer et que vous êtes 3, ça vaut peut-être pas le coup de laisser les gens jouer. Alors peut-être pas 3, mais un peu plus. Mais ils risquent de s'éparpiller, de commencer à mettre des fichiers dedans. Ça n'a peut-être pas d'intérêt tout de suite de tout laisser ouvert aux 80. Et quoi utiliser quand? Donc on peut aussi penser que certains outils font doublon. On a Teams, on a les mails, on a Yammer. Donc il faut bien définir à quel public on s'adresse quand on envoie un email, quand on répond dans une équipe ou quand on poste dans un canal Yammer. Il faut déterminer aussi quels sont les rôles sur ces services-là. On sait qu'on a des administrateurs qui vont, eux, gérer vraiment le service dans sa globalité, éventuellement pouvoir créer des équipes, par exemple pour Teams, créer des SharePoint, etc. Il y a des propriétaires qui vont être plutôt au niveau opérationnel et qui vont gérer, par exemple, pour reprendre l'exemple de Teams, qui est autorisation, membres, gestion de l'équipe à proprement parler, et puis les membres qui, eux, vont venir collaborer. Donc, il faut définir ces rôles clairement pour que voilà, chacun soit à sa place et chacun sache ce qu'il a à faire. Pour Teams plus particulièrement, on se pose assez peu au départ quand on déploie en urgence la question de la gouvernance. On part sur le modèle standard, on laisse tout ouvert. Par défaut, n'importe qui peut créer une équipe. On ne se pose pas forcément trop de questions et en fait, on se rend compte qu'il y a tout un tas d'autres questions qu'il faudrait qu'on se pose, à savoir tout ce qui est règles de nommage, archivage, donc cycle de vie des Teams, tout ce qui est partage, accès externe, puisque vous savez que dans Teams, on peut inviter des utilisateurs de l'extérieur. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont à réfléchir en théorie avant de lancer Teams. Donc maintenant, il faut se poser 5 minutes et se dire est-ce qu'on a vraiment réfléchi à tout ça et quelles sont les règles qu'on voudrait mettre en place par rapport à toutes ces problématiques. Donc, pour ce qui est de la création des équipes, par défaut, c'est super, tout le monde peut créer une équipe. Donc, pareil, quand vous êtes assez peu et que tout va bien dans le meilleur des mondes, vous allez avoir vos 2 équipes et puis ça va bien marcher. Puis si vous êtes dans une grande entreprise où vous avez des petits malins qui aiment bien faire des tests, etc., vous risquez de vous retrouver avec énormément d'équipes. Quand on crée une équipe, il faut savoir que derrière, ça crée un groupe Office 365, donc c'est un groupe de sécurité, ça crée une adresse email, ça crée un espace SharePoint, ça peut créer un planner, etc. Donc il y a tout un tas de choses qui sont créées derrière juste en tapant le nom de l'équipe créée. Donc tout ça, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on veut vraiment que n'importe qui crée n'importe quoi, ce qui peut être une bonne chose, hein, une stratégie, ou alors est-ce qu'on veut peut-être restreindre la création à simplement aux administrateurs qui, eux, feront la création des équipes et ça s'arrête là, et puis ils reçoivent un mail, ils créent l'équipe et puis voilà, ou alors mettre peut-être en place une solution intermédiaire avec peut-être un forms de demande d'équipe où on oblige un petit peu les gens à détailler leurs demandes pour éviter d'avoir des demandes trop farfelues. Et peut-être même derrière un Power Apps qui permettrait de créer cette équipe automatiquement après une validation, soit par un manager, soit par un administrateur, etc. Donc il y a peut-être des solutions intermédiaires entre tout ouvrir et finir avec n'importe quoi, et tout fermer et puis se retrouver à les gens n'utilisent pas Teams parce qu'on ne leur crée pas les équipes. Je ne sais pas si c'est très lisible, mais donc pareil, c'est un petit exemple un petit extrait des noms d'équipes qu'on a retrouvé chez un client qui avait déployé et qui avait laissé ouvert la création des équipes. Donc voilà. Là, on peut voir qu'il y a des équipes sérieuses et qui d'autres ont l'air un peu moins sérieuses. A priori. Hein. Je n'ai pas été vérifié dedans, mais voilà, on se rend compte que c'est important de définir ce genre de règles parce qu'on peut se retrouver vite après avec un gros bazar. Et il va falloir nettoyer. Pour rebondir sur le nom des équipes, on peut aussi parler des conventions de nommage.
On peut laisser libre cours à notre imagination pour tout ce qui est convention de nommage. Après, si tout le monde appelle son équipe compta 1, compta 2, on risque de plus trop s'y retrouver. Donc, vous avez la possibilité de définir éventuellement des préfixes ou des suffixes, donc selon votre niveau de licence Azure AD. Vous avez également la possibilité de communiquer quand vous faites votre conduite du changement et définir des règles en bonne intelligence et dire, voilà, par exemple, si vous créez une équipe projet, elle s'appellera projet, peut-être le nom du client, le nom du projet, et si c'est pour un département, ça sera département X ou Y. Et ça permet déjà d'avoir un semblant d'ordre quand vous allez voir vos équipes. Est-ce qu'il faut utiliser des templates qui seront peut-être un jour à disposition, donc de façon à avoir toujours le même modèle d'équipe et pas des équipes un peu à la carte. Est-ce que vous voulez activer vos accès externes? Donc les accès externes, c'est à partir de votre discussion instantanée, pouvoir communiquer avec des utilisateurs en dehors de votre organisation. Ça peut être des utilisateurs sur notre tenant et qui ont Teams. Vous rentrez juste leur adresse email, vous parlez avec eux. Ça peut être des utilisateurs qui sont sur Skype Enterprise. Ça peut être sur du on-prem ou alors plus trop sur du online maintenant, ou même sur Skype perso. D'accord? Donc tout ça, ça se réfléchit. Peut-être que votre société traite des données sensibles et vous voulez éviter justement peut-être des fuites de données, ce genre de choses. Est-ce que vous voulez réellement que les utilisateurs, n'importe qui, puissent contacter n'importe qui à l'extérieur ou inversement puissent être contactés par des gens qui pourraient se faire passer pour d'autres, etc. Vous pouvez aussi activer ou désactiver la possibilité d'avoir des invités dans vos équipes. Donc les invités dans les équipes, c'est faire venir quelqu'un de l'extérieur qui n'a pas forcément de licence Teams, qui ne fait pas partie de l'organisation en tout cas, et l'inviter à collaborer dans votre équipe. Donc il faut savoir que quand on est membre d'une équipe et qu'on est invité, on est un genre de membre, on va dire, on a accès à tout le contenu de l'équipe. Donc ça veut dire que potentiellement, si on partage des infos un peu sensibles, on pourrait y avoir accès, voire les diffuser. Donc, est-ce qu'au niveau de l'entreprise, vous voulez réellement avoir des invités? Ça a du sens. Là, aujourd'hui, je suis invité chez Abalon pour pouvoir vous faire la presse et on a pu organiser la conférence. Mais demain, si je suis dans un secteur d'activité sensible, j'ai peut-être pas envie que n'importe qui soit invité en tout cas dans mes équipes et puisse me causer du tort. On a aussi des partages, donc puisqu'on s'appuie sur SharePoint et on s'appuie sur OneDrive, on a la possibilité de partager nos documents vers l'extérieur. Alors le niveau le plus open, c'est le lien anonyme, c'est-à-dire que vous créez un lien, vous l'envoyez à la personne qui a des droits en écriture ou en lecture en fonction du type de lien que vous envoyez. Et puis ce lien, il peut être transféré à tout va. Donc ça peut être une façon d'utiliser les outils. Est-ce que c'est la façon que vous voulez mettre en place? Donc vous avez différents crans que vous voyez sur la gauche et vous pouvez restreindre l'utilisation, enfin le partage en tout cas, au travers de SharePoint et OneDrive jusqu'aux utilisateurs de votre organisation, c'est-à-dire que les partages externes ne pourront plus se faire. Et vous avez des intermédiaires entre deux. Vous avez l'intégration dans Teams des applications tierces. Les applications tierces, ça peut être aussi bien donc, directement pour la partie stockage de fichiers. Vous avez en plus de OneDrive, vous pouvez rajouter tout ce qui est Dropbox, etc. Donc, est-ce que vous autorisez vos utilisateurs à accéder à ces partages de fichiers qui ne sont pas dans le cloud Microsoft et qui potentiellement sont ailleurs et qui sait ce qu'on fait de vos données? Et aussi, vous avez toutes sortes de connecteurs, d'applications, de bots qui peuvent être connectés dans les chats de Teams, dans les canaux. Donc là, de la même façon, est-ce que vous voulez laisser tout ouvert et les utilisateurs peuvent faire leurs expériences ou est-ce que vous voulez contrôler un minimum et peut-être vérifier au cas par cas que les applications dont vous voulez que vos utilisateurs veulent utiliser sont bien, je ne sais pas moi,
conforme avec la RGPD, que les données sont stockées à un endroit rassurant, etc., etc. Donc, tout ça, c'est des questions à se poser. Je ne dis pas qu'il faut l'ouvrir ou le fermer, mais je dis qu'il faut se poser la question parce que, par défaut, tout est ouvert et parfois, on n'a pas forcément envie que tout soit ouvert. Pour ce qui est du cycle de vie des Teams, il faut également se poser la question, et du contenu. Donc, on a des mécanismes d'archivage sur les équipes. Après, qu'est-ce qu'on fait de ces équipes? Donc, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir et qu'il faut mettre en place. On a les outils, mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Pareil pour tout ce qui est rétention, suppression. On peut mettre en place tout un tas de règles. On a tous les outils pour le faire. Encore faut-il y avoir réfléchi, avoir posé ces règles, les avoir communiquées aussi aux utilisateurs pour leur dire voilà, au bout de 6 mois, les documents sont supprimés, ou alors légalement, on est obligé de les conserver 2 ans, donc on va mettre des règles pour qu'on ne puisse pas les supprimer, etc. etc. Donc, tout ça, c'est des choses à réfléchir et des règles à mettre en place dans l'administration de M365. Quand on en vient à parler de règles, on peut parler de cyber et de RGPD, donc cybersécurité RGPD. Là encore, on a des outils à disposition. Microsoft nous met à disposition tout un tas de mécanismes, mais ça ne marche pas par enchantement. Il faut le paramétrer. On a ça à dispo, mais il faut un petit peu se salir les mains. Donc, pour ce qui est de la cybersécurité, on va dire qu'on est sur des bases plutôt sécurisées, puisque la plateforme Azure sur laquelle est basée M365 est certifiée 27001. Donc, c'est la norme de sécurité des systèmes d'information. Donc, on va dire que sécurité by design, notre plateforme M365, de base, est sécurisée. D'accord ? Ça n'empêche pas qu'on sait qu'en cybersécurité, il ne vaut mieux pas se reposer sur nos lauriers. Donc, on peut aller dans le security et avoir un certain nombre d'outils à dispo, la détection de menaces, etc., etc. On a un petit outil aussi qui est assez sympa, qui est le Secure Score, qui est un indicateur du niveau de sécurité du tenant. Alors, c'est pas parce qu'on a 303 points sur 303 que ça va être super cool. Toujours pareil, la cybersécurité, c'est un peu le compromis entre la souplesse et les contraintes et la sécurité qu'on veut avoir. Donc, c'est pas parce que vous avez un Secure Score un peu bas ou un peu haut que tout sera résolu, quoi. Mais ça vous donne des indications sur les actions que vous pourriez mettre en place pour sécuriser un petit peu plus votre tenant. Donc, toujours dans la cybersécurité, je vais passer rapidement sur ce slide parce qu'il n'est pas très beau. Il y a tout un tas de mécanismes, donc comme je vous le disais, détection de menaces, etc. Il y a des solutions tierces aussi qui existent aujourd'hui sur le cloud, donc notamment Varonis, qui vous permettent de mettre en place tout un tas de contrôles et de vous assurer de la sécurité de vos données. Je ne parle pas aussi de tout ce qui est sauvegarde, mais évidemment, ça fait aussi partie du lot. Le pendant également, c'est la RGPD, donc je ne vais pas redétailler toute la loi. Tout le monde sait qu'on a un certain nombre d'obligations au niveau des données personnelles aujourd'hui, et notamment on doit pouvoir extraire les données des utilisateurs s'ils en font la demande, etc., etc. Donc de la même façon, on va pouvoir mettre en place avec les outils qui sont à notre disposition un certain nombre de règles et on va pouvoir répondre à ces contraintes, donc notamment au travers de e-discovery qui va nous permettre de retrouver les données d'un utilisateur si on doit les identifier éventuellement et les retirer, et mettre en place par exemple des politiques de rétention. Au hasard sur Teams, on veut dire qu'au bout d'1 an, on va supprimer toutes les discussions instantanées et toutes les discussions de canaux, que ce soit pour le droit à l'oubli ou d'autres raisons. Voilà, on va pouvoir mettre en place ce genre de règles pour rester en ligne avec la RGPD. Donc vous voyez qu'il y a vraiment tout un tas de
fonctionnalité dans M365. Tout un tas de façons de l'utiliser et il y a beaucoup de questions à se poser. On se rend compte que le déploiement de Teams et de Microsoft 365, ce sont vraiment des projets d'entreprise. Bon, ça, nous, on le savait, mais aujourd'hui, quand on voit des déploiements en urgence et que tout est ouvert à tous les vents, que les utilisateurs ne sont pas informés au minimum, voilà, on se rend compte qu'il y a encore du travail à faire pour que Teams soit adopté comme il se doit. C'est pas anodin de déployer Teams. C'est pas aussi simple que de juste installer le client et dire allez-y, connectez-vous, faites des réunions. Vous voyez que Teams a le potentiel d'une digital workplace. On a tous les outils pour collaborer, pour faire fonctionner M365. Donc, il faut le configurer par rapport à ses besoins et peut-être pas le laisser complètement par défaut. Ça peut être intéressant de le façonner pour l'usage qu'on en a dans son organisation. Et évidemment, il ne faut pas omettre toutes ces questions de gouvernance, toutes ces questions de sécurité et bien sûr remettre l'utilisateur au centre de ces usages et faire la conduite du changement, même si on a pu passer un petit peu vite sur ce sujet-là quand on a déployé en urgence. Il n'est pas trop tard pour reprendre la main et guider les utilisateurs vers des usages plus collaboratifs. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y avait des questions peut-être dans le chat? Je me tourne vers Jeff. J'espère que je ne vous ai pas trop endormi. Non, mais c'est l'heure de la sieste. Ouais, je sais que c'est la sieste là. J'ai fait un peu de bruit, désolé. Non, c'est intéressant, ça résonne par rapport, pas mal par rapport à ma presse après, parce que grosso modo, c'est les mêmes messages. On va revenir un peu là-dessus aussi après. D'accord. C'est très clair. C'est très bien. Parfait. Si vous n'avez pas de questions, je vous invite à remplir. Moi, j'en avais juste une. Oui. Fanny Jacquet, pardon. Qui a plus ou moins rien à voir. Ah. Je dis bien plus ou moins. On va essayer de on parlait de toutes les applications qui tournent autour de Teams, qu'on soit sur l'ordi ou sur un device. Oui. Moi, je me pose la question du Microsoft Whiteboard. Je sais qu'il est déployé sur iOS. Et est-ce que quelqu'un sait par hasard quand est-ce qu'il est prévu sur Android? Alors moi, personnellement, j'ai pas l'info. Je me tourne vers mes collègues en ligne. Est-ce que c'est une bouteille à la mer que je jette là en fait. On a une info sur savoir quand Whiteboard sortira sur l'appli Android. Parce qu'a priori, elle est bien intégrée sur iOS, mais. Ouais. Elle n'est pas dispo sur Android? Non. Je me suis fait avoir, je me suis acheté une tablette Samsung, mais en fait, elle n'est pas dedans. C'est ballot. Ah, c'est ballot, ouais. En général, elles se suivent, mais après, il peut y avoir des décalages. C'est vrai que si elle est encore pas dispo, c'est bizarre. Je regarde, si je trouve une réponse, je la mettrai dans le chat. Merci beaucoup. Et merci pour la presse. Merci à vous. Bon, merci à tous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas par Twitter ou autres canaux ou directement dans le chat de la session. Merci à tous. Merci beaucoup Stéphane.